sujet de politique étrangère, un autre dossier. On va faire quelques dizaines de kilomètres. On va aller du côté d'Israël et des territoires palestiniens. On va donc poursuivre sur ce conflit israélo-palestinien. Comment on sort de l'impasse? Comment donner une vraie chance à la paix? Si quelqu'un avait une solution qui puisse se résumer en 2 minutes, vous devriez l'inviter à la seconde. Parce que pour résumer les choses, on entend beaucoup. Il y a d'un côté les méchants Israéliens et de l'autre les bons Palestiniens. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Dans cette logique manichéenne, c'est totalement faux. Il y a un sujet là aussi. Il y a un sujet de droit international et de reconnaissance réciproque, et il y a un sujet de sécurité collective. Bon. Et là-dessus, les choses sont claires. Moi, ma ligne a toujours été la même. Nous sommes des amis de l'État d'Israël et des partenaires pour la sécurité d'Israël. Et nous resterons toujours dans ce camp. Et donc, à l'égard des risques géopolitiques qui existent dans la région et au-delà, la France sera toujours aux côtés d'Israël. Et en même temps, depuis le début de ce sujet, la France a toujours souhaité la reconnaissance de 2 États. Et dans ce contexte, moi je souhaite qu'on continue à avancer sur ce sujet, la reconnaissance des 2 États, et qu'on arrive à pacifier la situation. Et donc aussi vrai que la France continuera, si je suis élu, à être l'ami d'Israël, à protéger les Juifs, que ce soit en France et à l'étranger, je désapprouve les politiques belliqueuses lorsqu'elles contreviennent au droit international. Et vous pensez à quoi? Vous pensez à la colonisation? Je pense que, d'ailleurs, il y a une vraie discussion politique sur ce sujet, mais je pense que la politique aujourd'hui conduite par M. Netanyahou n'aide pas à pacifier le sujet. Politique belliqueuse? Mais je pense que sa politique et les propos qu'il a pu tenir n'aident pas à pacifier le sujet, à le stabiliser. Et je pense d'ailleurs qu'elle n'est pas de nature à améliorer la sécurité collective. Et on reste dans le cadre d'accords qui ont été conclus en 1992, qui définissaient des éléments de stabilité. Ils doivent être respectés là-dessus. Je serai dans cette position, si vous voulez, d'équilibre, qui, je pense, est importante parce que c'est la position de crédibilité de la France. Reconnaissance de 2 États. Est-ce que, si vous êtes élu président de la République, vous irez jusqu'à une reconnaissance de l'État de Palestine? Je pense que sur ce sujet, on peut se faire plaisir. J'entends certains qui en font un préalable à tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Mais parce que la clé, c'est la reconnaissance des 2 États, en réalité, sur le terrain, dans un équilibre politique et de construction de la paix. Si aujourd'hui, la France s'engageait de manière unilatérale dans un processus de reconnaissance de la Palestine, on ajouterait en quelque sorte du déséquilibre et on créerait, en tout cas, on affaiblirait la capacité de la France à jouer un rôle dans la stabilité régionale et sur ce conflit. Donc moi, je mettrai toute mon énergie à construire avec d'autres un climat de pacification et de transition pour enfin arriver à un accord de paix et à la reconnaissance réelle des 2 États, mais en aucun cas des politiques de court terme. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être tout à fait intraitable sur les provocations qui existent de part et d'autre. C'est pour ça que vous m'avez toujours entendu extrêmement dur sur les politiques de boycott. Alors on va en parler du boycott. On va vous rappeler une chose. En tant que ministre de l'Industrie, c'était en septembre 2015. Vous étiez allé en Israël, vous avez effectué une visite officielle en Israël et également dans les territoires palestiniens, au cours de laquelle vous aviez condamné le boycott et l'appel au boycott d'Israël par le BDS. Concrètement, comment le président Macron, si vous êtes élu, entendrait s'opposer à ce boycott? Mais en le réaffirmant de manière extrêmement claire, en faisant appliquer la loi. Je rappelle que donc pas question de changer la loi. Hein. Mais la loi française le condamne, il y a plusieurs jugements. C'est pour ça que je vous dis, pas question de changer la loi. Mais pas question de changer la loi, pas question d'être là-dessus dans la complaisance. Je considère que ce sont des pratiques qui sont antisionistes et donc profondément antisémites. Alors on va reparler de ça, antisémite, antisioniste. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux, on accuse l'un de vos proches, Richard Ferrand, d'être pro-boycott et pro-BDS. C'est totalement faux, ça fait partie des manipulations que certains... vous savez, je ne suis pas... C'est pas la seule, hein. Si vous suivez les réseaux sociaux, je suis homosexuel, amant de Lynn Renault, financé par Patrick Drahi. Je vais taxer et surtaxer, je vais créer des loyers fictifs pour les propriétaires. Je ne sais plus encore ce que je fais. Je suis un islamo-gauchiste extrêmement dangereux, comme vous l'avez compris. Vous êtes aussi, selon début. Quelques caricatures, donc celle qui avait été publiée sur un site de LR et celle qui a été publiée récemment par Alain Soral, vous êtes un dangereux sioniste. Et je suis sioniste également. Bon, donc je vous laisse apprécier la cohérence de ces attaques, mais c'est à peu près ça qu'on retrouve. Mais parce que les pratiques aujourd'hui d'une partie de la droite et de l'extrême droite
sont devenues non républicaines. De droite, extrême droite, ça veut dire, vous dites, la pratique de François Fillon et de Marine Le Pen, c'est pareil? Je ne dis pas que c'est pareil, mais je note que certains de ses soutiens ont eu des pratiques, les caricatures que vous évoquez, les fausses informations qui sont diffusées sur Internet, les connotations quand on parle de la banque Rothschild. Vous savez, tout ça, c'est un mauvais relent. Et oui, il y a une partie de la droite qui est aux franges de la République et qui se réveille aujourd'hui et dont en tout cas, moi, je ne lui céderai rien, parce que je considère que dans le rapport à nos principes et à la République, elle n'est pas digne. Et sur ce sujet, je vais être très clair. Richard Ferrand s'en est expliqué d'ailleurs sur sa propre page Facebook. C'est un parlementaire qui m'accompagne depuis que j'ai été ministre. Il a toujours été très clair. Il partage totalement ma ligne et celle que j'ai développée sur la question d'Israël et de nos équilibres. Il a, dans le cadre de sa réserve parlementaire, financé un projet d'école avec une ville partenaire, avec sa ville de Carhaix, en Bretagne. Ni plus ni moins. Il n'a jamais défendu le boycott, il n'a jamais été ambigu sur le sujet, et tous ceux qui disent le contraire mentent. Voilà. Alors, le boycott, après on passera à la campagne présidentielle, parce qu'il faut aussi en parler. Le BDS, allié du parti des indigènes, des indigènes de la République, a choisi comme slogan pour sa manifestation pro-boycott qui avait lieu le week-end dernier à Paris, le 1er avril, il avait choisi comme slogan pour la séparation du CRIF et de l'État. Slogan au relais antisémite autour de la rhétorique du bon vieux complot juif. C'est Benoît Hamon qui disait ça ici même la semaine dernière. Et vous dites pareil ou pas? Je pense que c'est une perte de repère. Pourquoi? Mais parce que c'est derrière du complotisme et des fantasmes. Et derrière tout ça, c'est la volonté, en effet, d'éradiquer relations et de ne pas voir ce qui est à la fois notre histoire et ce qui est le respect d'un État et tout un peuple. Donc je pense que c'est véritablement faire fausse route. Moi, j'ai toujours condamné avec beaucoup de vigueur cela, sur le plan donc juridique, mais également sur le plan politique. Alors, vous disiez tout à l'heure antisionisme, antisémitisme, pour vous c'est pareil? Antisionisme, je pense que c'est Manuel Valls, de mémoire, qui avait tenu ce propos. Il avait raison. Il disait, derrière la haine d'Israël, derrière l'antisionisme se cache l'antisémitisme, oui, mais et la haine des Juifs. Nous avons eu des désaccords avec Manuel Valls qui n'ont échappé à personne. Vous êtes toujours en désaccord avec lui? Non, mais on n'a pas d'accord politique. Il a fait d'autres choix et c'est ce qui a justifié d'ailleurs la création pour moi du mouvement En Marche et mon initiative. Mais on me reproche parfois de savoir être d'accord avec des gens qui ne sont pas mes alliés. Alors cet accord-là sur donc je dis, moi je pense que c'est une qualité dans la vie politique parce que les gens en ont assez que parce qu'on n'est pas de même camp politique ou du même parti, on dit non à tout. Et je pense qu'il a eu raison de tenir ce propos. Et vous le dites, derrière la haine d'Israël, derrière l'antisionisme se cache l'antisémitisme. Mais bien sûr. Vous dites c'est pareil, antisionisme. L'antisionisme conduit irrémédiablement à l'antisémitisme. Est-ce que vous comprenez qu'une grande partie en tout cas, grandissante des Français juifs, c'était environ 7000 en 2015, 5000 en 2016, ait choisi de quitter la France pour Israël? Je vais vous dire. Les Juifs en France ont une place très particulière dans notre histoire et dans la République. Et c'est vrai que la République, elle ne serait pas la même sans les Juifs. Et je rappelle que chaque semaine, les Juifs en France font la prière pour la République. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Après, moi, je comprends en même temps, et Blum l'avait très bien dit d'ailleurs, cet attachement n'est pas exclusif l'un de l'autre, l'attachement à Israël. Demain, ce sera la fête de Pessah, et après hier, il y a cette formule, l'an prochain à Jérusalem. Ça vous parle? Elle marque cet attachement, elle marque le fait que Jérusalem, c'est le symbole de la libération du peuple juif. Et donc oui, cet attachement, il est profond et il est consubstantiel. Cet attachement à Israël, à Jérusalem. Exactement. Et donc vous comprenez quand les Juifs disent Jérusalem doit être considérée comme la capitale d'Israël et du peuple juif. Alors, je finis mon point et je vais répondre plus spécifiquement à votre question. Donc, c'est pour ça que je comprends l'attachement en même temps à Israël. Mais je l'ai dit quand je m'étais rendu en septembre 2015 à la fois à Jérusalem, à Tel Aviv et en territoire occupé. Je souhaite que les alias soient choisis. Et ce que je n'accepte pas en tant que représentant politique et je l'espère demain en tant que président, c'est qu'il y ait des alias subis. Contraintes. Contraintes, par peur, parce qu'on ne construit plus sa place dans la République. Ça, je pense que c'est à la fois une erreur collective et c'est un traumatisme profond.
Donc voilà, moi je veux construire un pays où on pourra choisir si on y est plus heureux, qu'on y a une famille, qu'on a envie d'y passer un moment de sa vie, de retourner en Israël, mais pas que ce soit une contrainte parce qu'on ne se sent plus bienvenu ou en sécurité dans la République. Jérusalem, capitale d'Israël. Sur Jérusalem, pour lever les choses, on sait le caractère très symbolique et le palimpseste qu'est en même temps Jérusalem. C'est pour ça que moi je ne ferai pas de provocation du type de celle proposée par M. Trump, qui consiste à raviver des choses qui là encore déstabilisent plutôt les équilibres politiques qu'on a besoin de construire. Mais je condamne aussi avec beaucoup de fermeté, comme je l'ai déjà fait, le vote qui s'est tenu à l'UNESCO et qui revient sur un passé, une réalité à la fois historique, religieuse, philosophique, culturelle qui a imprimé donc Jérusalem. Le lien entre le peuple juif et Jérusalem. Mais le lien est là. Mais ce qui est important de dire, c'est pour ça aussi que je suis prudent sur le sujet de la capitale, c'est que ce lien n'est pas exclusif et que je parle de Jérusalem comme d'un palimpseste. Et c'est toute la difficulté de ce lieu en partage pour plusieurs monothéismes. Alors on en vient à la